AS Investissement, des choix forts dans votre investissement. Aujourd'hui, avec AS Investissement, nous sommes avec l'un de nos partenaires les plus importants dans le processus de la transaction immobilière, le courtier. Et on est avec Marion et Hugo. Hugo Caria, créateur et fondateur et directeur de la société ICC Finance, qui est basée à Toulouse et qui s'étend petit à petit depuis plusieurs années, plus de 10 ans aujourd'hui. Depuis 2011, ils vont nous en parler avec joie et c'est un plaisir d'être avec eux aujourd'hui. Hugo, donc tu as créé cette société en 2011. Aujourd'hui, vous êtes combien de collaborateurs ? Aujourd'hui, il y a 80 collaborateurs. Okay. Ça représente 21 agences, principalement répandues sur le sud-ouest de la France. Voilà. En gros, ça va de Bordeaux à Clermont-Ferrand, passant par Perpignan, jusqu'à Anglet, Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Et du coup, le courtage, c'est assez vaste et c'est hyper important dans le processus immobilier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avec Marion ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là ? C'est très important aujourd'hui, je pense, de passer par un courtier pour différents points. D'une part pour obtenir de meilleures conditions, c'est ce pourquoi on est sollicité pour tous les dossiers, et ensuite aussi pour pouvoir mettre parfois certains dossiers dans les normes. Tout simplement parce que les normes bancaires se sont un tout petit peu durcies ces dernières années. Et donc, c'est bien d'avoir la transition, de passer par nous, qu'on arrive à maturer le projet avec les clients pour les amener au bout. Ok, donc très clairement, le courtage, si on devait le résumer en une petite phrase pour le définir, c'est la facilitation à obtenir un financement, mais pas que. Tu peux peut-être étayer, Hugo ? Surtout meilleures conditions. Un client en direct, il va aller négocier avec son banquier, avec sa banque, et dans le meilleur des cas, il va avoir accès à un directeur d'agence. Nous déjà, principalement, on va traiter avec les sièges des établissements bancaires, fonctionner un peu comme des grossistes, parce qu'on travaille sur des volumes qui représentent plusieurs dizaines de millions d'euros par établissement bancaire, et qu'on a une parfaite connaissance à l'instant T de ce que chaque banque peut donner pour chaque profil. Donc de manière générale, on va pouvoir souvent aller gagner entre 0,20 et 0,50 sur un taux d'intérêt par rapport à ce qu'un client peut avoir en direct. Aussi bon soit le profil. Et on faisait juste l'exemple à l'avance parce qu'on vient de vendre un appartement avec AS Investissement dans les 300 000 euros, un T2. Pour vous donner l'ordre d'idée sur un client qui aujourd'hui va aller tout seul chez son banquier sans réseau, la différence entre y aller seul et y aller avec par exemple ICC Finance, aujourd'hui c'est gagné du coup, j'ai calculé tout à l'heure à peu près 7 000 euros de par la différence de taux d'intérêt. Et je rebascule, tout à l'heure on parlait des taux en France aujourd'hui, on est au début de 2021, d'ailleurs bonne année à tous. Tu me disais aujourd'hui les taux ils ont évolué, aujourd'hui on est à peu près à quoi sur 25 ans par exemple ? Sur 25 ans, ça va de 0,95 je dirais pour les meilleurs profils jusqu'à 1,50 pour les moins bons. D'accord. Aujourd'hui, les normes, vous me disiez que c'était durci en France. On a vu qu'il y a eu une brèche qui s'est légèrement ouverte ces derniers temps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Hugo ? Oui, bien sûr. Suite au contexte sanitaire et notamment, ça avait même commencé avant, sur l'année 2020, il y a le Haut Conseil de stabilité financière qui analyse un petit peu la santé financière des établissements bancaires, qui préconisait aux établissements bancaires d'arrêter de prêter au-delà de 33% d'endettement, et d'arrêter de prêter au-delà de 25 ans, des durées de 25 ans. Sauf que ce qui se passe souvent, c'est quand, notamment sur une construction, quand on va construire sa maison, pendant 2 ans, il y a une période de différé. Donc pendant 2 ans, on a toujours un loyer, donc on ne peut pas cumuler un loyer et un crédit. Donc souvent, on diffère le remboursement du crédit, ce qui après amène la durée d'amortissement du prêt à 27 ans. Ce qui, là, ces normes qui étaient un petit peu restrictives et pas forcément toujours justes, parce qu'elles tenaient en aucun cas compte de critères de reste à vivre. Un reste à vivre pour une personne le seuil d'endettement de 33%, pour une personne qui gagne 1 500 euros ou un foyer qui en gagne 5 000, le reste à vivre, la notion de reste à vivre, elle n'est pas du tout la même. Cette notion, elle était complètement écartée. Donc, c'est vrai que ça a compliqué un petit peu l'année 2020 et ça a privé certains ménages de l'accession à la propriété. Et tu m'en parlais, je vais te couper la dernière fois aussi, il y a cette fameuse notion des 33% qui est connue. Au-delà de ces 33%, c'est difficile d'être financé, mais aujourd'hui ça a évolué. Tu m'en parlais la dernière fois au téléphone, et il y a aussi cette notion d'exception par banque. C'est ça. Avec un pourcentage. Alors ça, c'est ce dont je te parlais, c'était valable pour 2021. Pour 2020, pardon. D'accord. Pour 2021, le HCSF, suite à beaucoup de recommandations et à pas mal de pression des organismes financiers, des professionnels de l'immobilier et des banquiers, a revu un petit peu sa copie.
Les conseils qu'ils ont donnés pour 2021, ça a été augmenté du coup à 35% le taux d'endettement. Ça peut aller jusqu'à 35% avec un seuil de tolérance qui auparavant était de 15% pour les établissements bancaires qui passe à 20%. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que les banques ont quand même une latitude supplémentaire qui va permettre d'assouplir un petit peu les critères d'octroi à la propriété. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour le marché de l'immobilier, c'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs aussi. Et ce delta de 33 à 35%, par exemple sur votre entreprise, vous financez je crois en 2020 1500 foyers, c'est ça, si je ne me trompe pas. Il y a en pourcentage, combien de personnes qui sont financées entre ce delta, vous pensez, que vous auriez pu financer en 2020 si on était à 35% l'an dernier déjà? Alors c'est difficile à dire et te répondre de cette manière-là. Ce que je peux te dire par contre, c'est que sur 2020, auparavant, il y avait à peu près 10% des demandes de crédit qui étaient refusées sur 2019. D'accord. Sur 2020, ce chiffre est passé à 20%. D'accord. Ce qui fait qu'il y a quand même... 10% grosso modo de la population en plus. Une demande de crédit sur 5 était refusée. D'accord. Et là, je pense que cette notion, la plupart des demandes de crédit qui étaient formulées et refusées, il y en a beaucoup qui étaient dans ce seuil entre 33 et 35%. Okay. Donc ça va permettre quand même d'assouplir un petit peu les critères d'octroi et normalement de faciliter un petit peu l'accession au crédit pour certains ménages et pour certains investisseurs. Ok, c'est vraiment intéressant. Putain, c'est passionnant. Puisqu'en plus des investisseurs qui cumulent différentes opérations, t'évites un taux d'endettement qui est plus élevé, mais ils ont généralement des revenus plus importants. Et comme on disait, Hugo, un reste à vivre qui est plus important malgré que l'endettement soit élevé. Donc ça va aider effectivement à pouvoir refinancer plusieurs opérations. C'est clair. Du coup, est-ce que tu aurais un exemple factuel et objectif pour pouvoir peut-être réussir à nous montrer une illustration de ce qu'on dit depuis tout à l'heure? Oui, je peux te prendre un exemple. Donc, par exemple, une personne seule qui gagne qu'à 1500 € de revenus, limiter son potentiel d'endettement à 33%, pour moi, ça me paraît cohérent parce qu'elle va avoir la capacité à rembourser grosso modo 500 € par mois. D'accord. Et aura du coup un reste à vivre de 1000 €. Par contre, un couple qui gagne 3 000 € par personne, ce qui amène à 6 000 € par exemple, son seuil d'endettement de 33%, grosso modo dans les 1 800-2 000 €, ça laisse quand même une notion de reste à vivre hyper importante. Donc déterminer l'octroi d'un crédit et analyser un crédit uniquement sur des bases d'endettement, pour moi c'est un critère qui est restrictif. Tout simplement parce que derrière il n'y a aucune notion de prise en compte de la partie la plus importante qui est la partie reste à vivre, combien il reste à un foyer pour vivre après tous les mois une fois qu'il a payé la totalité de ses crédits. D'accord. Ok, je vois très bien. Et si on est dans des cas un peu exceptionnels, je repars dans ton exemple du 3000 avec ce taux d'endettement du coup à 33% qui revient à 1800. Si on voulait faire passer un dossier, il partirait dans cette case des banques d'exception. C'est ça? Alors ce qui s'est passé en 2020, c'est que certaines banques, même avec des revenus comme ça qui sont confortables et un reste à vivre qui est important, à partir du moment où le 33% était dépassé, c'était un critère qui était bête et méchant. C'est-à-dire qu'un dossier qui était à 34 ou même à 33,5, certains établissements bancaires l'ont refusé. Alors que c'était un dossier qui était sain, avec des emplois stables, parfois de l'apport, ça ne tenait pas compte de critères d'apport et de marge hypothécaire du coup sur le bien. La marge hypothécaire, c'est la différence entre la valeur du bien et le capital restant dû de l'encours du crédit qu'on a pris dessus. Il n'y avait pas toutes ces notions qui étaient prises en compte. Okay. Donc en 2021, le HCSF a revu un petit peu ses préconisations, ce qui du coup va ouvrir la porte à beaucoup plus d'emprunteurs, des dossiers qui auparavant avaient été refusés, qui vont de nouveau, comme c'était le cas auparavant, passer et de manière tout à fait logique. Ok. Donc 2019, 10% de refus de crédit, 2020, 20%, 2021, quelles sont vos prévisions? On retombe à 10, voire à 0. C'est ça. Non, on l'estime quand même entre 10 et 15%. Donc avec une vraie baisse du coup. Une vraie baisse par rapport à 2020 qui a quand même été une année compliquée. Et il y a aussi une notion qui va être importante de plus en plus, c'est qu'auparavant, on arrivait très souvent à financer des projets sans apport et sans épargne. Ouais. Là, c'est des notions qui vont être quand même étudiées. L'apport est de nouveau un peu remis au centre des discussions. Et quand il n'y a pas d'apport, il est préconisé quand même d'avoir au moins une trésorerie de sécurité, de l'épargne. Je dis absolument pas qu'un projet sans apport et sans épargne ne peut pas passer. C'est juste qu'il y aura un niveau de tolérance vis-à-vis des établissements bancaires qui accordent ces prêts-là qui sera peut-être un peu plus limité. Surtout sur de la résidence principale. Sur le locatif, on arrive encore à financer pleinement. D'accord. Sur de la résidence principale, effectivement, de plus en plus, il demandait au moins l'apport des frais externes. Donc frais de notaire, frais de garantie, frais de dossier et frais de courtage concernant. Bien sûr. Aujourd'hui, Marion, comment se passe la collaboration entre un client et un courtier?
Donc le but c'est de recevoir le client en amont du projet si possible ou lorsqu'il a le projet le cas échéant. C'est de le recevoir rapidement, de pouvoir le renseigner sur l'ensemble des tenants et des aboutissants de son financement, des conditions qu'il va pouvoir obtenir, de comment on va monter le dossier, mais surtout de l'accompagner tout au long de la démarche, de pouvoir le débarrasser de toute la partie administrative qu'on va faire auprès du notaire, auprès de l'agent immobilier lorsqu'il y en a un, auprès du constructeur lorsque c'est un projet de terrain plus construction, et vraiment de prendre son projet de A à Z jusqu'à qu'il soit officiellement propriétaire. Donc ça passe par un montage de dossier, ça passe aussi par un rendez-vous, si possible en physique. Alors en ce moment on s'adapte, on fait en visio selon la période, mais avec la crise sanitaire ça nous a bien aidé, on a pu continuer à travailler complètement de manière tout à fait normale. Ensuite on l'accompagne aussi en rendez-vous banque une fois qu'on a trouvé donc la meilleure proposition et celle qui lui convient le plus, et donc jusqu'à obtention de l'accord, édition des offres et rendez-vous notaire. Et là, c'est le meilleur moment. Et là, c'est le meilleur moment. Champagne. Voilà. Du coup, Hugo, est-ce que vous avez vraiment un client type chez CC Finance ? Non, on traite tout le monde de la même manière déjà, ça c'est la première des choses chez nous. Et autre chose, c'est qu'on a une offre qui est vraiment adaptée du petit étudiant qui vient de signer son premier CDI et dont c'est le premier boulot, aux gros investisseurs, gros cadres de l'aéronautique, genre aux sportifs professionnels avec des très gros revenus. C'est vraiment une offre qui est adaptée à tout le monde et où on va pouvoir contenter chaque type de profil. Ok. Donc 360 degrés. 360 degrés. Quelle que soit la relation que le client peut avoir aussi avec son banquier, on aura toujours mieux que ce qu'il va pouvoir avoir lui en direct, aussi bon soit son profil. Ok, génial. Donc vous l'avez compris, le courtier, pour nous en tant qu'agence immobilière, c'est la base, je dirais, les fondations de la relation avec le client, puisque c'est eux qui vont permettre l'obtention de son financement. Et derrière nous, après, une fois qu'on conclut l'affaire, on va les mettre en relation, les clients, avec les notaires. Et du coup, c'est ce qui nous permet de faire du coup, cette synergie entre nos partenaires pour que le client obtienne vraiment une offre complète, rigoureuse, globale, sérieuse et dans les meilleurs délais.